Bonjour et bienvenue. J'ai souhaité porter à votre attention aujourd'hui un article sur le site en ligne du magazine Alternative Santé qui, comme vous le voyez à l'écran, titre La sûreté vaccinale en question, 3 récentes études sur les vaccins jamais citées par les autorités. C'est un article rédigé, mis en ligne le 11 juillet 2017, donc il y a quelques semaines, une paire de mois. Il est très court, mais surtout, il vous donne accès à ces 3 études, que vous soyez parent ou du milieu médical, pour vous faire une idée par vous-même. Voici ce qu'il nous dit, ce dont il nous informe. Alors que la balance bénéfice-risque des vaccins est systématiquement présentée par les autorités comme globalement positive et leurs bénéfices explicités en long, en large et en travers, les risques devraient être exposés de manière plus transparente. Sans cela, on ne peut plus parler de consentement libre et éclairé des parents, pourtant une obligation légale avant tout acte médical. Décryptage de 3 études parues en 2017, cette année donc, et très peu relayées, qui font le lien entre vaccination, troubles neuropsychologiques, mortalité infantile et méningite. Donc effectivement, on ne peut prendre une décision et donner son consentement à un acte médical pour soi-même ou pour ses enfants, dont on a la responsabilité quant à leur santé jusqu'à leur majorité, que si on a une information complète, claire et largement qui pèse le pour et le contre de manière complète elle aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre autant que possible, mais dans une grande honnêteté intellectuelle, tous les éléments pour et tous les éléments contre, et non pas isoler seulement les éléments pour quand on veut absolument amener les personnes à donner leur consentement en les trompant quelque peu finalement. Alors, nous dit cet article, il est temps que les pouvoirs publics acceptent de tenir un discours réaliste et transparent sur le risque vaccinal, qui existe donc bel et bien, alors que, encore dernièrement, lors du vote de cette matinée du mercredi 18 octobre 2017, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc à l'Assemblée, il a été voté à une écrasante majorité en l'article 34 donc de ce projet de loi, l'obligation vaccinale à 11 vaccins à partir du 1er janvier 2018 avec une application dès le mois de juin 2018. Il y a bien eu des amendements, il y a eu 2 demandes de suppression totale de cet article 34 et pourtant au vote, l'écrasante majorité de députés a voté pour cet article 34. Avec peu de discours puisque c'était des dispositions légales et financières de financement de la sécurité sociale dont il fallait discuter. La discussion devait, dans une assemblée nationale entre députés, s'en tenir à est-ce que, d'un point de vue législatif, l'obligation vaccinale, ça se tient au niveau du droit, ou est-ce qu'il est mieux de faire de la pédagogie, voilà, est-ce que c'est réglementaire, est-ce que c'est la bonne tactique, et non pas de commencer pour certains, donc toujours avec les mêmes répétitions en continu de ces mêmes phrases, comme si on leur avait dit de répéter à chaque fois la vaccination est un véritable bienfait pour l'humanité, la vaccination est sûre. Non, tout ça est d'autant moins sûr qu'avec ces études qui arrivent quand même au compte-gouttes, malheureusement, les unes après les autres, et qu'en plus on n'en entend pas parler, les journalistes ne relaient pas, et dans une assemblée nationale, personne n'en a parlé non plus, elles sont passées sous silence. Ces études qui arrivent de plus en plus, mais ça fait 20 ans, 25 ans depuis les premiers médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme en tant que lanceurs d'alerte, c'est pas des études nouvelles de ces 3 dernières années.
Et elles sont encore trop peu nombreuses, parce que pour mener ce genre d'études, déjà il faut pouvoir les mener, donc être chercheur en place et avoir un minimum de crédit, avoir le droit de les publier, et ensuite il faut qu'elles soient portées au public, et non pas qu'elles restent dans les écoles de médecine, les CDC ou autres organismes de santé, OMS, et qu'elles soient tues et jamais portées à la connaissance du grand public. Il n'est donc pas facile de faire passer des études scientifiques qui ne vont pas dans le sens du discours proéminent et toujours qui raconte la même chose, sans jamais prendre en compte les conclusions, ou en tout cas les doutes de ces études, puisqu'ici, la première étude, par exemple, soulève un doute sérieux et demande à ce que d'autres études soient faites. Donc ici, ce qui est demandé, donc, c'est que les pouvoirs publics acceptent de tenir un discours réaliste et transparent sur le risque vaccinal et arrêtent de nier que ce risque vaccinal existe et qu'il faut maintenant le quantifier pour réévaluer la balance bénéfice-risque, vaccin par vaccin, âge par âge, vaccin seul, vaccin par deux ou trois ou cinq ou six, voilà, tous ces cas de figure demandent de réévaluer la balance bénéfice-risque de manière claire et précise et détaillée. Il n'est bien sûr pas anodin que 29 pays dans le monde aient accepté la responsabilité juridique des accidents liés aux vaccins obligatoires par le biais de fonds de compensation financière alimentés par les impôts. Depuis 1988, le gouvernement américain a ainsi dû payer 3,5 milliards de dollars en compensation de 16 600 cas d'accidents vaccinaux. Donc depuis 30 ans. 1988. Donc pour ces 16 600 cas d'accidents vaccinaux, pour 1300 d'entre eux, c'était des problèmes cérébraux et il y a eu 1200 morts liés au vaccin dans ces indemnisations. Ça, ce sont les cas indemnisés, ce ne sont pas forcément que les cas connus. Et en plus, on pourrait y ajouter tous les cas non connus des personnes qui ne se sont pas manifestées, qui n'ont pas porté plainte et encore plus qui n'ont pas fait le lien entre un souci de santé, voire un décès, que ce soit un nourrisson ou un enfant ou une personne plus âgée. Une petite parenthèse, ce qui est complètement alarmant, voire immoral, voilà, on peut donner beaucoup de qualificatifs, est devenu banal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas dit avant, il n'y avait jamais d'accident, hein, il y a encore 10 ou 15 ans, il n'y avait jamais eu d'accident après les vaccins, ça n'existe pas. Alors c'est encore le discours principal en France. Mais aujourd'hui, il est carrément admis qu'il y a des accidents post-vaccinaux. Et ça devient presque normal. Ça veut dire que si vous vous faites vacciner, vous mettez votre vie et votre santé en jeu, c'est connu et reconnu. Vous pouvez faire partie de ces sacrifiés pour la science et pour la médecine, parce que voilà, c'est comme ça, il faut bien les sacrifier. Et ce qui est complètement aberrant, voire immoral, est devenu normal. Aujourd'hui, partout, on entend, oui, il y a, c'est vrai, des accidents, il y a des risques, mais qu'est-ce qui ne comporte pas de risque dans la vie? Et si vous prenez votre voiture, vous risquez d'avoir un accident et aussi de mourir. Et des comparaisons tirées par les cheveux qui sont comme celles que certains ont fait à l'Assemblée nationale ce mercredi 18 octobre 2017 d'ailleurs. Si vous avez le temps et l'envie d'aller écouter les débats, c'était d'un niveau très inquiétant, d'un niveau, il n'y a pas tellement de qualificatifs, de médiocrité pour des enjeux de santé par rapport à des enfants de 0 à 24 mois, puisque c'est sur cette tranche d'âge que les vaccins obligatoires, 11 vaccins, d'un coup vont être demandés à être faits sur des bébés par rapport à la gravité de ce que ça engendre au niveau de la santé de ces enfants, aux doutes qui pèsent, qui planent, aux risques, le niveau de discussion, les arguments avancés et certaines comparaisons étaient vraiment
C'était assez pitoyable et inquiétant quant au niveau de discussion. Voilà, vous allez voir sur le site de l'Assemblée nationale, vous aurez tout l'enregistrement d'environ 3 heures. C'était la séance de 9h30. Vous pouvez, dans cet enregistrement d'un peu plus de 3 heures, aller directement à la discussion qui a eu lieu sur l'article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Et vous aurez le discours en direct, vous pourrez vous faire votre propre avis aussi. On continue pour l'article d'Alternative Santé. Pour montrer le caractère abusif et lacunaire de l'affirmation selon laquelle les vaccins sont sûrs, trop souvent brandis pour culpabiliser les parents qui émettent des réserves contre l'extension de l'obligation vaccinale, ou contre les vaccins tout court, je pourrais ajouter les vaccinosceptiques, pas que nous soyons contre le principe de s'éviter des maladies dangereuses, et non pas les maladies infantiles qui, elles, ont toujours été utiles. Et ça ne se passe mal que quand il y a d'autres problèmes de santé en amont. Alors évidemment, un enfant qui est dénutri, qui vit dans de mauvaises conditions pour X raisons et qui développe cette maladie et non pas attrape, parce qu'on n'attrape pas les microbes, sinon on serait tous morts et les microbes ne nous attrapent pas non plus. Je vous renvoie encore une fois aux 4 vidéos sur la dynamique de l'immunité, ça vous éclairera beaucoup si vous n'avez pas encore eu une autre explication du fonctionnement du système immunitaire et de la raison d'être du monde microbien à l'intérieur du corps humain et dans tous les écosystèmes sur Terre d'ailleurs. Mais voilà, la réflexion se fait autrement. Les vaccins, le doute plane et depuis longtemps sur certains, donc il faudrait que cessent ces affirmations trop souvent brandies effectivement pour culpabiliser les parents, comme le dit cet article, et prendre en compte les résultats de ces études qui nous sont exposées ici et toutes les autres. Donc la première, c'est une étude de l'école de médecine de l'université de Pennsylvanie qui se pose la question donc sur des troubles comme l'anorexie, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, donc des troubles du comportement, ou encore l'anxiété. On se pose la question de savoir si c'est la faute au vaccin. Donc dans cette étude parue cette année, en 2017, ces chercheurs de cette école de médecine ont émis l'hypothèse que les vaccins pourraient avoir un impact délétère sur la maturation du système immunitaire. On y revient puisque de la même façon, une autre compréhension de la dynamique du système immunitaire montre que toucher au système immunitaire, c'est aussi avoir un impact sur le système nerveux, sur le système endocrinien, sur le développement de la psyché de l'individu, surtout quand il est enfant, son système immunitaire étant immature. C'est vraiment une autre façon bien plus complète, comme en santé holistique, de considérer le système immunitaire. Alors, donc, ces vaccins pourraient avoir un impact délétère sur la maturation du système immunitaire, lui-même en lien avec le développement cérébral. Ce qui a mis la puce à l'oreille de ces chercheurs, c'est la hausse soudaine des cas de narcolepsie, considérée comme maladie auto-immune, en 2009, après une campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Cette fameuse campagne où toutes les doses de vaccins, d'ailleurs, les camions étaient prêts et les doses avaient déjà été achetées alors que l'OMS n'avait pas encore déclaré la pandémie. Entre parenthèses, que le nombre de cas avec lesquels l'OMS a souhaité répandre la peur ont été bien inférieurs aux chiffres avancés et que effectivement depuis cette campagne avancée de volonté de vacciner contre la grippe H1N1 a énormément décrédibilisé et le vaccin et les vaccins en général et les organismes de santé, OMS en premier.
En analysant une base de données d'assurés de 56 millions de personnes, les chercheurs se sont intéressés à tous les nouveaux diagnostics de troubles neuropsychiatriques déclarés entre 2002 et 2007 chez les enfants de 6 à 15 ans en utilisant un groupe contrôle d'enfants du même âge avec des lésions externes ou des fractures osseuses, c'est-à-dire sans lien possible avec la vaccination. Il ressort de l'étude que les enfants ayant reçu un diagnostic d'anorexie avaient 2 fois plus de chances d'avoir été vaccinés, tout vaccin confondu, dans les 3 mois précédents, plus de chances donc que le groupe témoin, s'ils avaient été vaccinés dans les 3 mois précédents. Le fait d'avoir été vacciné dans les 3 à 12 mois précédents contre la grippe augmentait significativement la probabilité d'être diagnostiqué anorexique, d'avoir un trouble obsessionnel compulsif ou un syndrome anxieux. Les vaccinés contre l'hépatite A avaient significativement plus de chances d'être atteints de troubles obsessionnels compulsifs, les vaccinés contre l'hépatite B d'anorexie et les vaccinés contre la méningite par un trouble de tic chronique. Si dans tous les cas ces problèmes neuropsychologiques sont apparus peu de temps après la vaccination, les chercheurs disent prudemment qu'il n'y a pas forcément de lien de causalité entre les deux et qu'il faudrait faire plus de recherches sur le sujet. Oui, il le faudrait, effectivement. Alors ça, c'est une chose assez extraordinaire, c'est que les conclusions amènent quand même à fortement faire peser le doute sur un acte médical, la vaccination, mais les chercheurs ont toujours du mal, on peut les comprendre aussi, ils veulent prendre des précautions, mais à un tel point que le doute est largement minimisé, il n'est plus pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une inquiétude sérieuse, même s'il faut prolonger avec d'autres études pour confirmer ou infirmer ces inquiétudes. En attendant, quand on a des doutes et des inquiétudes aussi sérieux et sérieuses sur une pratique médicale, les autorités sanitaires devraient prendre la responsabilité en conscience de mettre en stand-by la dite pratique et notamment la vaccination mise en doute. Des vaccins qui réduisent l'espérance de vie. Alors je voulais juste, avant de continuer sur l'étude suivante et le paragraphe suivant, vous montrer cette étude. Il vous suffit, elle est en bas de cet article, en lien, en ressources, qui s'appelle donc Temporal Association of Certain Neuropsychiatric Disorders Following Vaccination of Children and Adolescents, a Pilot Case Control Study. Donc publié le 19 janvier 2017, vous le retrouvez sur le site NCBI, donc du gouvernement aux États-Unis, et on passe très rapidement aux résultats en une phrase. La conclusion, donc, il y a eu l'analyse de cette étude épidémiologique montre qu'il y a des cas de désordre neuropsychiatrique en lien temporel après les vaccinations, mais les chercheurs précautionneusement ne veulent pas en conclure tout de suite au fait que la vaccination a provoqué ces troubles neuropsychiatriques. Il faut des études complémentaires. Ça jette quand même sérieusement le doute. Alors, soit ce sera confirmé, soit ce sera infirmé, mais il faut absolument faire d'autres études. En répétant la question, est-ce qu'il ne serait pas plus sage, en l'absence de confirmation de totale innocuité, d'arrêter la pratique incriminée? C'est bien trop grave pour continuer quand on a un doute pareil. D'autant plus que ce n'est pas la seule étude, mais même cette seule étude donnerait déjà à penser que toute institution médicale responsable de la santé publique devrait prendre ses responsabilités. Deuxième étude, donc, des vaccins réduisent-ils l'espérance de vie? On se pose la question dans cet article.
des chercheurs du Bandung Health Project, dépendant de l'Institut national de santé publique de Guinée-Bissau, en Afrique donc, se sont intéressés à la santé d'une cohorte de 1057 enfants de Guinée-Bissau vaccinés entre 1981 et 1983 par le DT polio, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, ou le vaccin oral contre la polio. L'objectif de cette étude était d'évaluer les effets non spécifiques de ces vaccins, donc autres que l'immunisation attendue, c'est-à-dire leurs possibles impacts sur la santé au-delà de leur effet protecteur contre les maladies visées par les vaccins. Il ressort de leur étude que les enfants vaccinés par le DT polio avaient un taux de mortalité 3 à 5 fois plus élevé que l'autre groupe. Si les causes de leur décès sont multiples, les chercheurs soupçonnent que la vaccination a rendu les enfants plus sensibles à d'autres infections. S'il semble protecteur contre les maladies, le DTP pourrait en revanche augmenter la susceptibilité à d'autres infections. Alors, cette citation de ces chercheurs commence bien par « s'il semble protecteur ». Ça n'est pas d'une affirmation absolue. Et en plus, il s'inquiète fortement de voir si ça n'est pas ça qui aurait augmenté la susceptibilité à d'autres infections, entraînant le décès. Toute problématique confondue. Le paradoxe ici, c'est que les enfants non vaccinés ne l'avaient pas été du fait que les médecins les avaient jugés trop maigres, trop malnutris ou trop malades pour supporter la vaccination. Et pourtant, l'espérance de vie de ces enfants plus fragiles, donc trop maigres, trop malnutris et trop malades, s'est trouvée être supérieure à celle des enfants vaccinés, ce qui renforce l'hypothèse que le vaccin diphtérie, tétanos, poliomyélite, donc le DTP, est en cause dans cette mortalité accrue, en toute logique et bon sens. C'est une conclusion consternante. Les enfants trop maigres, trop malnutris ou trop malades, qui n'ont pas pu être vaccinés pour ces raisons, ont eu une espérance de vie supérieure. Les chercheurs de l'étude concluent: il est préoccupant que les effets de la vaccination diphtérie, tétanos, polio sur la mortalité, toute cause confondue, n'ait jamais donné lieu à des études randomisées, c'est-à-dire avec un groupe contrôle en double aveugle. Puisque vous l'avez déjà entendu dans d'autres vidéos, les miennes et par ailleurs, je l'espère, les vaccins échappent au sérieux des études qui doivent être faites pour les médicaments. Pour les vaccins, les études à faire sont beaucoup plus légères. Il n'est donc pas exigé que soient faites des études en double aveugle. Alors quand on apprend ça, effectivement, encore une fois, on tombe de haut parce que, au moins autant que les médicaments, l'impact de cet acte médical, de cette injection dans le corps, devrait être évalué avec des études au moins aussi exigeantes que les études exigées pour les médicaments. Or, pour les vaccins, ça n'est pas du tout le cas, on le rappelle. C'est ce qui est demandé aussi d'ailleurs, que des études en double aveugle randomisées soient faites. Toutes les données actuellement disponibles suggèrent que le vaccin DTP pourrait tuer plus d'enfants d'autres causes qu'il n'en sauve de la diphtérie, du tétanos ou de la coqueluche. Vous lisez comme moi et vous pouvez aller voir aussi cette étude. Donc ce paragraphe termine sur d'autres études de cohortes d'enfants en Afrique, entre parenthèses, qui est un grand laboratoire de tests, l'Afrique, pour tout ce qu'on ne teste pas ici d'ailleurs, médicaments et vaccins. Ça, c'est... Voilà, on ne lésine pas sur les moyens, on a un grand laboratoire humain pour tester des êtres humains, un grand panel de cobayes en Afrique.
D'autres études de cohortes d'enfants en Afrique citées par les chercheurs ont généré des résultats similaires, notamment une réalisée en République démocratique du Congo, montrant un taux de mortalité supérieur chez les enfants vaccinés par le ROR. Alors cette autre étude, vous allez la trouver ici. Urban African Community. Là, je vais essayer de vous remettre comme il faut à l'écran. Alors, on n'arrive pas à la voir. The introduction of diphtheria, tetanus, pertussis, and oral polio vaccine among young infants in an urban African community, a natural experiment. Voilà, vous trouverez encore cette étude sur le NCBI, ce site toujours. Conclusion, vous l'avez à l'écran aussi. Le DT polio est associé à un taux de mortalité accru. Le vaccin polio oral modifierait les effets du DT polio. Voilà ce à quoi conclut cette étude, que vous pouvez aller regarder vous-même si vous êtes dans le milieu médical, paramédical, puisqu'on ne peut baser ces certitudes que sur des études. En voici. En tout cas ici, si ce ne sont pas des certitudes, ce sont des graves inquiétudes. Et quand une telle pratique comme la vaccination suggère de telles inquiétudes, non seulement on ne peut pas imposer l'obligation, mais en plus on fait d'autres études et en attendant on s'abstient. C'est de la responsabilité à la fois des politiques, des autorités sanitaires, et ça restera de toute façon de la responsabilité des parents, de ne pas accepter cet acte vaccinal tant que la totale innocuité de ces 10 vaccins, ceux qui sont faits en France, puisque ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes qui sont proposés en Afrique, notamment le vaccin polio oral n'est plus autorisé en France depuis bien longtemps. Par contre, on a vacciné toute l'Inde avec ce vaccin polio, et la polio est soi-disant éradiquée, mais la paralysie flasque aiguë, qui affiche les mêmes symptômes cliniques, fait des ravages. Conférez l'article de Sylvie Simon, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo précédente. Troisième partie donc de cet article qui attire notre attention. Les adjuvants et contaminants des vaccins sont-ils responsables de méningite? On doit à des chercheurs italiens indépendants d'avoir analysé la composition de près de 44 types de vaccins fabriqués en France et en Italie. Alors c'est le fameux livre de Madame Gatti, Monsieur Montanari, auquel s'est associé Serge Rader, donc pharmacien, docteur en pharmacie en France, et qui n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme aussi sur la problématique des vaccins. Ils ont sorti ce livre dernièrement en septembre 2017 et au microscope électronique, donc fort grossissement, ils ont pu prendre des photos, notamment de nanoparticules trouvées dans les vaccins et, comme va nous le dire cet article-là tout de suite maintenant, des composants qui ne sont pas déclarés dans les notices. Donc ils y ont trouvé des contaminants et métaux lourds, particules micro et nanométriques, inexpliquées et non déclarées dans les notices. Ce livre donc du docteur Stefano Montanari, de l'autre docteur Gatti, italien donc, et avec Serge Rader qui s'est joint à eux pour la diffusion de ce livre. Si certains vaccins ne contenaient qu'une de ces nanoparticules, plusieurs vaccins en contenaient jusqu'à 11 simultanément. Par exemple, le vaccin contre la grippe Fluarix de GSK ou le ROR de Sanofi, non biocompatibles. Ils sont toxiques, ces nanoparticules sont toxiques.
est persistante, le corps ne sait pas s'en débarrasser, ces nanoparticules pourraient avoir des effets extrêmement délétères. Si elles peuvent expliquer les réactions immédiates a priori anodines après la vaccination, inflammation locale, rougeur, ces nanoparticules peuvent également dans certains cas atteindre le cerveau, ce qui pourrait expliquer les réactions neurologiques et convulsions parfois constatées après vaccination. Je vous renvoie à la vidéo aussi faite sur les nanoparticules avec ce chercheur qui a publié ce livre déjà en 2009 de mémoire. Vous avez la vidéo sur les nanoparticules, quelques vidéos avant celle-ci, et la dangerosité dans la mesure où la petitesse de ces particules fait qu'elles se lient à d'autres composants biologiques dans le corps, alors que ce n'est pas le cas de molécules plus grosses. Donc leur fonctionnement et leur persistance dans l'organisme humain à ces nanoparticules est spécifique, très particulier, d'où leur dangerosité. On en a aussi dans l'alimentation et certains cosmétiques, ça devient un véritable problème. Mais là, dans les vaccins injectés dans le corps des bébés, ça n'est pas possible. D'autant plus que ça ne fait pas partie des composants déclarés par les fabricants de vaccins dans leurs produits. Là, c'est carrément illégal. On parle des convulsions ensuite. Donc, si ces convulsions... Alors, non, j'en étais à... Ces particules sont non biocompatibles, voilà, et pourraient expliquer des réactions neurologiques et convulsions, parfois constatées après vaccination. Si ces convulsions associées à la fièvre sont fréquentes chez les enfants, une recherche Cochrane indépendante a montré que la vaccination ROR multipliait la probabilité de ces épisodes par 4 chez les nourrissons de 12 à 23 mois et presque par 6 chez les nourrissons de 12 à 35 mois dans les 6 à 11 jours suivants. Plus inquiétant encore, cette même étude Cochrane, rassemblant des études concernant 15 millions d'enfants, montre que le vaccin ROR augmentait le risque de méningite non infectieuse, inflammation du cerveau, par 14, même si certaines études parlent d'un risque multiplié par 25. Si ces méningites peuvent être sans effet durable, certaines peuvent se révéler sévères et engager le pronostic vital. Au regard des résultats inquiétants de ces différentes recherches sur les effets non spécifiques des vaccins, admettons que notre compréhension du système immunitaire est somme toute balbutiante et que le discours sur l'innocuité des vaccins est au mieux naïf, au pire trompeur. Il est de toute façon intenable face à des citoyens qui demandent une information objective et non biaisée. Pour pouvoir en appeler à la responsabilité des personnes et rétablir la confiance dans les politiques vaccinales, les pouvoirs publics doivent être non seulement transparents sur les bénéfices attendus, mais également moins pudiques sur les risques, surtout quand ils ne sont pas maîtrisés. Dans ce contexte d'incertitude, vouloir imposer 11 vaccins comme le souhaite le gouvernement est irresponsable. Alors l'étude Cochrane, juste pour vous la montrer, elle est ici, toujours sur le NCBI. Donc Cochrane Database Systematic Review du 15 février 2012, Vaccines for Measles, Mumps and Rubella in Children, donc MMR en anglais, ROR, rougeole, oreillon, rubéole en français, vous l'avez ici, avec les résultats principaux. Donc très rapidement, basé sur l'évidence, secondary case. Alors on parle exactement.
We did not identify any studies assessing the effectiveness of MMR in preventing rubella. Alors c'est un petit peu plus bas, je vous le mets à l'écran, je viens de retomber sur cette phrase qui est au milieu, donc en traduction, nous n'avons pas identifié suffisamment, nous n'avons pas identifié d'études, c'est même pas suffisamment d'études, qui montrent l'efficacité du vaccin ROR pour prévenir de la rubéole. Ça fait partie des conclusions de cette étude de l'Institut Cochrane. C'en est une, déjà une conclusion. Donc, le fort risque, juste derrière la phrase suivante, the highest risk of association with aseptic meningitis was observed within the third week after immunization with URAB containing MMR. Donc il y a un fort risque d'association entre le MMR et la méningite. Un risque significatif entre le MMR et d'autres symptômes, febrile seizures, pendant les 2 semaines qui suivent. Voilà, sur une cohorte large, et dans le temps et dans l'importance du nombre d'enfants qui a été étudié, et encore un risque accru de purpura thrombocytopénique. Voilà, ça c'est les maladies au niveau des médicaux-paramédicaux, vous saurez ce que ça veut dire. Le purpura thrombocytopénique, voilà, risque accru après le vaccin MMR, donc ROR 6 semaines après. Encore un risque accru de purpura thrombocytopénique 6 semaines après l'exposition au ROR dans une autre cohorte d'enfants, 2311. Et la dernière phrase, je vous la mets à l'écran, je déchiffre et traduis en direct. Exposure to the MMR vaccine was unlikely to be associated with autism, asthma, leukemia, hay fever, type 1 diabetes, gait disturbance, Crohn's disease, demyelinating disease, bacterial or viral infections. L'exposition au vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, est malheureusement associée avec l'autisme, l'asthme, la leucémie, la fièvre, le diabète de type 1, des désordres au niveau neurologique, donc la maladie de Crohn, les maladies démyénélisantes, des infections bactériennes et virales. C'est cette étude de l'Institut Cochrane qui le dit, c'est pas un hurluberlu dans la rue avec une pancarte pendant sa manifestation parce qu'il n'aurait rien compris aux bienfaits des vaccinations. 15 février 2012. Vous l'avez sur internet pour les personnes qui veulent la trouver et la relire en détail. Donc toutes ces maladies sont associées au vaccin ROR. Author's conclusion. Donc les études concernant ce vaccin, aussi bien pré-marketing que post-marketing, sont largement inadéquates. L'évidence des effets adverses qui suivent l'immunisation avec le ROR ne peuvent pas être séparés de son rôle dans la prévention des maladies visées. Voilà, je vous laisse, si vous souhaitez prolonger, aller voir le détail de ces études, aller contrôler qu'elles existent bien, que ce sont bien les conclusions dans ce que je vous ai montré à l'écran. Ces 3 études sur lesquelles le site Alternative Santé attire notre attention à juste titre. Avec de pareils doutes, il faut s'abstenir. Il est judicieux de s'abstenir.
À bon entendeur et bon courage pour prendre vos décisions, aussi bien si vous êtes médicaux à vous poser des questions que vous, parents, pour vos enfants qui vont naître dans les quelques mois, donc dans les années à venir, avec cette obligation vaccinale qui n'a pas de sens. À très bientôt!